Nous n'entendions pas les sirènes. La télévision diffusait du football. Un match amical, France-Allemagne. Un symbole. Un, pas deux. Dans les moments de tragédie, il se manifeste à nous. Hallucination convaincante. France-Allemagne. Amical. Une heure plus tard, plusieurs commentateurs il ne se passe jamais rien ici. Petit, il était si enthousiaste. J'adore les carottes, s'écriait-il devant son assiette au dîner. Quand il chantait à la fête de l'école, on distinguait sa voix par-dessus les autres parce qu'il y mettait tout son cœur. Lorsqu'elle venait le chercher à 4h30, il courait vers elle, bras en croix, et se jetait contre son corps en manquant de la renverser. Aujourd'hui, elle ne voit même pas comment elle pourrait lui effleurer la main. Son fils nihiliste s'est auto-déclaré zone interdite depuis plusieurs années déjà. Elle n'a presque aucune idée de ce qu'est devenu sa peau. Elle voudrait dire, il y en a marre, arrêtons cette comédie, je suis ta mère, tu es mon fils, je suis vieille et tu es jeune. Mais c'est pas une raison pour que nous soyons ennemis. Moi aussi je suis révolté, moi aussi je m'ennuie. Mais il est indispensable qu'il demeure ainsi, chacun dans son rôle. Philémon, tête basse, dos voûté, poing fermé sous les mâchoires. Léna, bien droite sur sa chaise de cuisine, visage penché sur le côté, regard embué, paume tournée vers le ciel, dans l'attente d'une réparation. Bon, ben moi, je vais me promener, dit-elle en claquant les mains sur ses cuisses avec une bonne humeur feinte. Les articulations de ses hanches grincent. Comment ai-je pu en arriver là? Se demande-t-elle. Philémon ne réagit pas. Il peut rester comme ça des heures. C'est un talent. À chaque pas, une année de moins. Les hanches se huilent. Les genoux oublient la rouille de la routine. Le ventre se tend, les épaules s'élargissent, s'ouvrent et s'étirent comme des ailes. Léna court sur le sentier qui dévale le ruisseau, coupant la forêt en deux. En bas de la descente, elle retire ses chaussures et plonge les pieds dans l'eau tourbeuse. Rien n'est plus doux que l'eau mêlée de tourbe. Les reflets mouvants et cuivrés sont piquetés de taches de soleil perçant la tournelle des eaux. Léna joue avec ses orteils. Sur l'autre rive, c'est le début des pâturages. Blé et coquelicots cèdent la place à des prairies grasses, jalonnées de baignoires converties en abreuvoirs pour les vaches. Les pieds mouillés dans ses tennis, Léna poursuit sa promenade au fil du chemin qui monte, à présent vers un plateau. Des nuages violacés ont envahi le ciel. Elle craint l'orage. Elle se rassure en se disant que le soleil passe encore ses longs doigts de miel entre les masses menaçantes. Plus un arbre alentour. Si la foudre s'abat, c'est pour moi, pense-t-elle. Un coup de tonnerre au loin. Elle s'assied sur le talus. Au premier éclair, elle se jettera le ventre contre la terre. Soudain, elle distingue une forme un peu plus loin sur le sentier. Une forme qui se déplace avec un drôle de balancement et semble se diriger vers elle. C'est un oiseau. Une bestiole plutôt imposante qui marche en se dandinant avec autant de dignité que possible. Pourquoi ce volatile ne vole-t-il pas, se demande Léna, identifiant le promeneur comme un faisan. Col blanc, paillettes claires sur la robe fauve, légère crête de plumes brunes, face rouge sommée d'un couvert émeraude, longue queue élégante, entravant bien évidemment la démarche. Léna ne bouge pas ainsi, peur d'effrayer l'animal. Mais il n'a pas l'air farouche et continue d'avancer dans sa direction, la regardant droit dans les yeux. Parvenu à 30 cm d'elle, il s'ébroue, claquette et s'installe dans l'herbe. Léna n'y croit pas, respire à peine et sursaute quand
Après un profond soupir, le faisan se met à parler. Beau temps, n'est-ce pas? Fait-il d'une voix veloutée. Je dis beau parce que j'aime l'orage, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Vous le craignez, je me trompe, demande le faisan en tournant la tête vers Léna avec cette gestuelle un peu brusque et ridicule propre à son espèce. Léna secoue la tête. Vous craignez l'orage, mais vous craignez encore davantage de vous faire aborder par un poulet. Oui, bon, d'accord, un poulet amélioré, mais tout de même. Il se met à rire, sensuel, désinvolte. Je suis un poilu, reprend-il subitement plus sérieux. Un poilu, s'étonne Léna, enrouée, reconnaissant à peine sa propre voix. Un poilu mort. Mort. Oui, c'est ça. Réincarné en faisan. Je suis un poilu mort à la guerre de 14, précise-t-il. Pour la première fois depuis leur rencontre, Léna ose dévisager franchement l'animal. Mais qu'est-ce que vous faites là? Dit-elle. Je vous apparais, répond le faisan, d'un ton pas tout à fait assez modeste. Pourquoi? Pour mon apaisement personnel, confie-t-il. Voyez-vous, je suis, comme on dit, une âme en peine. Impossible de trouver le repos, alors j'erre, et de temps en temps j'apparais. Et qu'est-ce qui vous empêche de trouver le repos? Demande Léna. Le remords, je m'en veux. Je suis mort si bêtement. Pourquoi dites-vous que vous êtes mort bêtement? Mort au champ d'honneur, c'est quand même quelque chose. Vous êtes mignonne. Mais je vous assure que c'était idiot. J'ai très bien vu l'éclat d'obus qui arrivait sur moi. Il aurait suffi que je me baisse de quelques centimètres et je n'aurais pas eu la tête tranchée. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, un éclat d'obus, ça alors, comme il a l'air coupant. Enfin, vous voyez ce genre de sornette que se racontent les gens distraits. Je vois très bien. On voit tout là-haut. Je dis là-haut par commodité, mais en fait, une fois mort, on ne connaît plus ni haut ni bas. C'est la fin du monde physique. Vous voulez dire que les morts voient tout? S'écrie Léna en l'interrompant. Oui, oui, tout. Mais c'est horrible, je ne vais plus rien oser faire. On voit tout, mais on regarde très peu. C'est fou comme c'est ennuyeux. Vous dites ça pour me rassurer. Pas du tout. Le mensonge, vous savez, c'est comme le haut et le bas, l'avant et l'après. Une fois qu'on est mort, ça n'existe plus. Le tonnerre gronde, un éclair fend le ciel, les mains frissonnent. Vous feriez mieux de rentrer, dit le faisan. Des gouttes de pluie larges, comme des soucoupes, commencent à tomber, très espacées, très lentement. Pourquoi m'avez-vous parlé? Demande Léna en se relevant. Parce que vous êtes, comme était ma fiancée, jeune, douce, naïve et tendre. Léna abat ses yeux sur ses mains trop sèches, ses mains déjà ridées. Je ne suis pas comme elle, lance-t-elle à l'oiseau qui s'envole. Je suis vieille, je suis dure, je suis sceptique et violente. Les gouttes se resserrent. Le faisan, en 3 coups d'aile, a disparu. Léna court vers la maison, traverse le ruisseau sans retirer ses tennis, grimpe la côte de la forêt, le cœur battant si fort qu'il pourrait rompre, un goût de sang dans la bouche. En sortant du bois, elle l'aperçoit sur le perron, filément, debout, épiant l'horizon. Il la cherche. Il ne sait pas qu'elle le voit, qu'elle le surprend à attendre parce que, même s'il ne se passe jamais rien ici, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Nous n'entendions pas les sirènes. La télévision diffusait du football. Un match amical, France-Allemagne. Un symbole, un parmi d'autres. Dans les moments de tragédie, il se manifeste à nous. Hallucination convaincante. France-Allemagne, amical. 1 heure plus tard, plusieurs commentateurs s'accordaient à dire que nous étions en guerre. Mais qui sommes-nous? Nous, les habitants du 10e, nous, les Parisiens, nous, la France. Un pays
où j'ai appris récemment 75 langues autres que le français sont parlées chaque jour, où l'école est obligatoire, où l'on n'aime pas plus les étrangers qu'ailleurs, un pays au climat tempéré, à la gastronomie surfaite selon certains, un pays qui se regarde et ne se reconnaît pas. Qui sommes-nous? Nous, la démocratie, nous, les laïcs, nous, les gens qui mangeons au restaurant, nous, les gens qui allons au concert, nous les jeunes et les vieux, nous, tout le monde, n'importe quand, n'importe